9h05, merci d'être avec nous. La suite du petit déjeuner de l'actu avec nos invités, Alexis Poulain, Elisabeth Lévy et Maxime Nicole est avec nous ce matin, figure du mouvement des Gilets jaunes. On va revenir avec lui sur le bilan qu'on peut tirer après 2 ans suite à la première manifestation. Bonjour Maxime Nicole. Bonjour. Bonjour Maxime Nicole, donc l'une des figures des Gilets jaunes. J'ai appris au passage qu'on vous avait appelé Flyrider, c'était parce que c'était parti d'un blog, c'est ça, sur les motos Ouais. Passionné de moto. Alors, c'est parce que j'ai tout simplement 2 passions dans la vie, c'est l'aéronautique et la moto. Et voilà, c'est un surnom qu'on m'a donné il y a des années et qui a été repris pendant le mouvement. Ouais. Ouais, et pas ça. Sud Radio, Comment vous êtes pas passionné. Et Maxime Nicole, redites-nous comment vous étiez arrivé à l'époque justement dans ce mouvement des Gilets jaunes. J'ai simplement fait une vidéo sur Facebook qui a pris une ampleur qui n'était pas voulue ni choisie. C'est une vidéo qui était en appui de la journée du 17 novembre qui avait été lancée par Éric Drouet. Et cette vidéo a dépassé plusieurs centaines de milliers de vues, ce qui a fait que j'ai créé un groupe, en effet, qui s'appelait à l'époque Flyrider Infoblocage. Oui, c'est ça. Est-ce que vous estimez que vous avez fait avancer quand même un petit peu les choses avec vos prises de parole à l'époque ? Je pense que quand on n'est pas habitué à être dans le monde médiatique, on fait des erreurs. Donc évidemment, au début, ça a été très compliqué. Heureusement, on apprend de ses erreurs et beaucoup de choses ont changé. Ça a permis de faire comprendre à certaines personnes le monde dans lequel ils vivaient au niveau politique et la société. Parce que quand on vit dans une bulle, on n'a pas forcément le temps ni la volonté de se renseigner sur ce qui se passe concrètement autour de soi. Et ça a permis, je pense, à beaucoup de gens de savoir dans quel monde ils vivaient. Oui, c'est ça, oui. On va revoir ça d'ailleurs ce matin aux auditeurs sur les réseaux sociaux. Pour vous, qu'est-ce que vous retenez du mouvement des Gilets jaunes ? Est-ce que c'est la solidarité dont vous venez de parler en fait à l'instant, la colère ou le désordre ? Parce que ce sont 3 choses qui ont marqué, quoi qu'il en soit, en restant neutre, le mouvement des Gilets jaunes. Vous, qu'est-ce que ça a marqué justement pour vous ? C'était la colère, la solidarité ou après le désordre qui a suivi peut-être ? Je pense que si on part de ce qui a le plus choqué les gens, c'est-à-dire le désordre, je pense que le désordre, il est déjà dans la société, dans la vie de tout le monde, dans la vie politique. Malheureusement, ça se traduit par du désordre dans la rue parce que la colère des personnes qui voient leur vie être chamboulée par beaucoup de décisions dont ils ne sont pas les initiateurs, cette colère, on peut la trouver légitime. En tout cas, moi, je trouve que cette colère est légitime. La manière dont elle est mise en application, on peut la trouver peu correcte ou modifiable. Ça aussi, on pourrait en parler pendant des heures. Moi, ce que je retiens, c'est que beaucoup de gens dans différentes classes sociales qui ne se parlaient pas avant, qui n'avaient pas l'occasion de se côtoyer, ont créé des liens. Et vous parliez tout à l'heure avec des entrepreneurs, ça a permis de discuter avec des patrons, c'est-à-dire cette espèce de combat depuis des années qu'il y a entre le salariat et le patronat, à trouver une autre manière de s'exprimer en renouant des liens. Donc on discute avec beaucoup d'entrepreneurs, avec des gens de classe sociale et de secteurs socio-professionnels complètement différents, chose qui n'était pas le cas avant. Et ça, pour ça, déjà, c'est une belle avancée. Ça permet de comprendre les problématiques de chacun et d'essayer par la discussion, de trouver des consensus. Oui, vous avez parlé d'une erreur ou d'erreur tout à l'heure. Qu'est-ce que vous regrettez justement ? Il y a quelque chose que vous dites, mince, j'aurais pas dû le faire, ça. Alors, plusieurs choses, des phrases qui sont sorties comme elles, parce que je suis quelqu'un qui parle assez crûment, ça sort comme ça sort. Ouais. Et malheureusement, quand on est dans l'espace public et quand on a une parole publique, surtout quand on est suivi comme je peux l'être depuis 2 ans, on a une responsabilité parce que ce qu'on dit peut avoir une implication dans la vie réelle, même si on est derrière un écran d'ordinateur. Donc, certaines phrases que j'ai pu dire ont pu peut-être blesser. Et là, je pense par exemple à ce qui par rapport aux attentats. Et je m'en suis excusé publiquement parce que c'est aussi de la responsabilité de ceux qui ont une parole publique de s'excuser publiquement quand on dépasse certaines limites et quand on peut être blessant sans s'en rendre compte. Donc voilà.
attention maintenant à ne pas blesser les gens quand je parle, parce que c'est de ma responsabilité de faire attention à ce que je dis, comme tous ceux qui ont une parole publique d'ailleurs. Ouais. Question de Cécile, oui. Qu'est-ce qui fait que finalement, il n'y ait pas eu de véritables leaders des Gilets jaunes? On en a connu différents, Éric Drouet, vous, Priscilla Ludowski. Qu'est-ce qui fait que finalement, personne n'est émergé? Je pense que c'est parce qu'il n'y avait pas il y a pas d'envie, ou du moins il n'y a pas de confiance au système politique actuel. Donc Jérôme, par exemple, qui a été blessé et mutilé, Jérôme Rodriguez, continue de se mobiliser sur les manifestations. Éric Drouet, lui, a un projet politique, il souhaite se présenter à la présidentielle. Priscilla Ludowski travaille plus avec des associations. Ça s'est un peu diversifié parce qu'on pense que tous les modes d'action sont complémentaires. Donc, au début, il n'y avait pas de leader parce qu'on ne voulait pas parler à la place des gens, ou du moins, on ne voulait pas qu'on considère notre parole comme étant la même qu'un responsable syndical ou qu'un chef de parti. Oui, mais beaucoup disaient que, visiblement, vous prêchiez pour votre propre parole et pour votre carrière, plutôt que, effectivement, pour les véritables revendications des Gilets jaunes. Alors, il y en a qui, c'est vrai que sur les réseaux sociaux, il y en a qui ont dit et pensé ça, il y en a qui le pensent d'ailleurs toujours. Après, ça s'appelle faire de l'entrisme, ça, quand on passe par des luttes sociales et qu'on arrive à avoir une place. Moi, personnellement, je diffuse de l'information depuis 2 ans, donc il est vrai que je peux être amené à travailler avec des gens pour diffuser de l'information. Le but, c'est de faire en sorte que le quotidien des gens change et s'améliore. Évidemment, en tout cas, les revendications qui sont là depuis le début sont toujours là. Les revendications sont plutôt assez simples. C'est plus de justice sociale, plus de justice fiscale, la fin des privilèges d'État et la mise en place d'une démocratie qui sera discutable, mais du moins qui sous forme d'une démocratie plus directe, en tout cas, avec une implication citoyenne qui soit plus marquée. Ouais. Aujourd'hui, Maxime Nicol, vous voyez effectivement le pays qui est en difficulté, notamment aussi en raison de la crise du Covid. Les commerçants souffrent énormément et vous reprochez énormément de choses, vous, les Gilets jaunes, d'avoir empêché en fait le commerce, le week-end, etc. Qu'est-ce que vous leur dites ce matin, Maxime Nicol, à ces commerçants ? Alors, il est vrai aussi que certains commerçants ont critiqué beaucoup de mouvements parce que ça leur a fait perdre du chiffre d'affaires et ça leur a fait perdre du temps et de l'argent pendant 2 ans. Là, je parle surtout des commerces de ville, parce que dans la ruralité, les commerçants n'ont pas vraiment été autant impactés que l'ont pu l'être les commerçants des grandes villes, ou du moins des centres-villes. Aujourd'hui, étonnamment, j'ai des discussions avec ce genre de personnes qui ont des petites ou des moyennes sociétés qui me disent: pendant 2 ans, on ne comprenait pas. On ne comprenait pas pourquoi vous étiez dans la rue, parce que c'est vrai que quand on voit ce qui se passait, des poubelles brûlées, des charges de police, des blessés, etc., c'était assez apeurant et puis c'était fatigant de se dire qu'on ne pouvait pas travailler correctement. Et aujourd'hui, se rajoute à ça une crise sanitaire, une crise financière qui ne fait que commencer. Et le discours commence à changer en disant mais qu'est-ce qui se passe? Quel intérêt défend ce gouvernement et pourquoi il y a autant d'incohérences dans ce discours? Pourquoi nous, petits entrepreneurs qui faisons vivre ce pays en travaillant tous les jours, en créant des emplois, en apportant de la plus-value à ce pays, pourquoi on nous empêche de travailler alors que des grandes surfaces ou d'autres structures peuvent, elles, continuer? Je pense par exemple à des GAFA comme Amazon, etc., peuvent continuer à travailler, voire à exploser leur chiffre d'affaires et faire des bénéfices records. Donc les discussions se recréent et on parle avec beaucoup d'entrepreneurs. On vous sent plus assagi aujourd'hui, Maxime Nicol. Vous avez un peu changé depuis ces 2 ans et depuis ce fameux 17 novembre 2018. Mais je pense que comment je pourrais dire ça? Je pense que c'est un peu comme le vin, ça c'est bon signe. Oui. Ah oui, c'est vrai. Vous sentez que vous êtes meilleur en fait aujourd'hui, entre guillemets. Vous avez appris de vos erreurs. Oui, mais alors certains peuvent. Je pense que la seule façon d'apprendre, c'est de se tromper. Et j'ai eu la chance de me tromper, ou la malchance de me tromper, mais en tout cas,
m'a permis d'apprendre beaucoup de choses. Oui, c'est vrai. Bon, restez avec nous, Maxime Nicol. On va dialoguer dans un instant avec Alexis Poulain qui est avec nous, Elisabeth Lévy et peut-être aussi des auditeurs. Encore quelques minutes. Merci de rester avec nous. Vous pouvez nous appeler 0826 300 300. Il est 9h15. À 9h18, c'est la suite du petit déjeuner de l'actu, toujours ce matin avec Maxime Nicol, figure du mouvement des Gilets jaunes, avec Alexis Poulain et Elisabeth Lévy avec nous aussi. Et vos appels 0826 300 300. Oui, et dans un instant aussi Benjamin Corriat qui sera avec nous aussi. Vous verrez, c'est particulièrement intéressant sur la pandémie, toutes les conséquences, l'anthropocène. On va apprendre des choses savantes tout à l'heure et le bien commun. Elisabeth, vous aviez une ou deux questions à poser à Maxime Nicol qui est toujours avec nous. Oui. Ben oui, on est content évidemment d'avoir Maxime Nicol dans votre, pas dans votre studio, mais avec nous. Oui. J'ai deux questions en fait. Je vais vous les poser en même temps. La première, c'est tout de même, il y a eu pendant le mouvement des Gilets jaunes une évolution, si vous voulez, et on a bien vu une espèce de tentative de récupération, notamment par les Insoumis. Je voulais savoir ce que vous en pensiez. Et la deuxième question, qui est peut-être plus une question de fond, je trouve que le mouvement des Gilets jaunes a eu le grand mérite, si vous voulez, de ramener, devant les médias et sur le devant de la scène une France qui était oubliée. En revanche, ce qu'on peut vous reprocher, si vous voulez, c'est d'avoir instauré en quelque sorte la guerre civile en politique. C'est-à-dire, vous n'avez pas d'adversaire, vous avez des ennemis. Et je me rappelle la façon dont il était question du président, qui a tout de même été élu, on peut tout à fait le critiquer, on peut ne pas être d'accord avec lui, mais qui était vraiment présenté comme un salaud, qui voulait affamer le peuple, qui voulait... Et il me semble que ça, c'est un peu... Dans le fond, ça gâche un peu le débat et le plaisir qu'on a et l'intérêt qu'on a dans un débat public, parce que je trouve effectivement qu'on devrait avoir des adversaires mais pas d'ennemis dans une démocratie. Et vous n'aimez pas le régime représentatif, mais il est malgré tout démocratique. Alors, Maxime Nicol, est-ce que c'était des adversaires ou plutôt des ennemis, comme le dit Elisabeth Lévy? D'abord. Alors pour répondre aux deux questions, et en commençant par celle-là, je pense que l'ennemi et celui qu'on a collectivement, c'est la finance. Elle n'est pas humaine. Cet ennemi n'est pas humain. Donc moi, Emmanuel Macron, je lui souhaite absolument pas de mal et j'ai pas envie qu'il lui arrive quoi que ce soit. Simplement, je pense que ses idées ne conviennent pas à une majorité des gens qui étaient dans la rue pendant 2 ans. Et vous avez raison de rappeler que dans un climat tel qu'on a actuellement, se faire des ennemis, c'est très dangereux parce que ça peut partir très très loin. Donc non, Macron n'est pas mon ennemi. Par contre, je ne suis pas du tout en accord avec ses réflexions, sa politique économique et sa politique sociale. Oui, et un rapprochement alors avec les Insoumis. Oui. Voilà, pour la deuxième question que vous m'avez posée après concernant le rapprochement avec les Insoumis. Tout le long de ces 2 années de mouvement social, des tentatives de récupération ont été faites par tous les partis politiques, que ce soit de l'UPR, de la France Insoumise, de la République En Marche aussi, puisque je vous rappelle quand même que Joachim Son-Forget, ancien député de la République En Marche, en sortant de la République En Marche, m'avait demandé et proposé de devenir colistier sur sa liste aux européennes, et j'avais tout à fait refusé. Donc des rapprochements, en fait, on essaye de, je pense, stigmatiser un parti politique qui s'appelle la France Insoumise, mais en fait, tous les partis politiques ont essayé à leur sauce de tenter de récupérer. Vous n'avez pas cité le Rassemblement National. Le Rassemblement National a tenté de le faire aussi, c'est vrai. Mais comme c'est un parti politique avec lequel je n'ai absolument aucune proximité, bien que sur les médias mainstream, on ait pensé que j'étais pro-Front National, ou du moins... que je partageais leurs idées, je ne suis absolument pas proche des idées d'extrême droite. Oui. Question avec Alexis Poulain. C'était plutôt une réflexion. Bonjour Maxime. C'était par rapport à ce terme ennemi. Moi, ce que j'ai vu traité en ennemi, ça a été les manifestants qui ont été mutilés, qui ont été blessés par centaines, avec des armes qui sont les lanceurs de balles de défense classifiées comme armes de guerre. Et c'est la façon de cette violence-là, cette violence d'État qui a été déroulée par Christophe Castaner, ministre de l'Intérieur, Emmanuel Macron et tous les autres, Édouard Philippe, Premier ministre à l'époque, qui, moi, m'a choqué dans la façon de traiter ce mouvement social. Et derrière, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu ce grand débat qui était un monologue du président qui se mettait en scène au milieu d'aéropages triés pour faire croire qu'il y avait un débat suite aux Gilets jaunes, alors que les cahiers de doléances ont existé. Ils ont été remplis, ils ont été remontés et ils sont enterrés dans un sous-sol de la Bibliothèque nationale de France. Donc c'est ça qui me choque, c'est-à-dire qu'il y a eu une parodie finalement de démocratie participative, alors que les revendications des Gilets jaunes, au-delà des revendications
réflexion sur la justice fiscale, sociale et sur l'avenir pour les enfants écologistes, il y avait un questionnement important sur la démocratie. Le RIC, référendum d'initiative citoyenne, enfin, et cette réflexion-là, on l'a totalement oubliée. Aujourd'hui, on est avec un conseil de défense qui décide de nous empêcher de sortir de la maison. Il faut mettre son autorisation, s'auto-autoriser. On a des lois d'exception qui s'accumulent. J'en parlais ce matin sur la loi sécurité globale. Et cela devrait nous choquer encore davantage. On est dans une situation bien pire qu'en 2018 aujourd'hui. Question d'auditeur pour vous, Maxime Nicol, au 0826 300 320. On va en prendre une ou deux, parce qu'on est un peu pris par le temps. Ludovic. Oui, bonjour. Non, c'est pas une question, c'est juste une petite réaction. Je faisais partie des mouvements des Gilets jaunes de la première heure, si je puis dire, qui défendaient en fait, qui voulaient dire non plutôt à la pression fiscale, qui voulaient défendre le pouvoir d'achat. Et puis ce mouvement, après on a eu le ministre du désordre qui a opposé entre guillemets les gens entre eux, qui a l'intervention des Black Blocs, bien sûr, où là aussi ça a engendré de la division, et tout ça favorise entre guillemets, ça a divisé, ça favorisait entre guillemets la sainte parole du gouvernement. Et puis le mouvement s'est également politisé, M. Nicole le rappelait avec les Insoumis. Je ne défends pas du tout M. Mélenchon qui est un pyromane vis-à-vis des forces de l'ordre, même si peut-être en effet de l'abus, mais là il faut peut-être ôter les brebis galeuses, mais défendre quand même globalement pour notre sujet les policiers, qui sont des garants de la sécurité de notre liberté. Donc voilà. Et puis le discours est devenu un peu comment dire, on ne comprenait plus le discours original et originel des Gilets jaunes à travers cette politisation. C'est vrai. Il faut voir. Alexis, et puis ensuite Maxime Nicol. Dans les premières manifestations, les manifestants saluaient les policiers. Ils demandaient la police avec nous. Et puis après, il y a eu ces violences policières réelles, documentées, qui ne sont pas seulement du fait des manifestants. Il y avait bien entendu des éléments perturbateurs au sein des manifestations, mais les premières manifestations n'étaient pas du tout hostiles à la police, bien au contraire. Et vous, Maxime Nicol, vos relations aujourd'hui avec les policiers, justement, et votre regard ? Alors moi, c'est plutôt très simple. La police française, je la respecte autant que je peux la respecter. J'ai plusieurs fois d'ailleurs eu l'occasion de discuter avec des policiers. J'ai fait une interview d'un CRS en activité qui s'appelle Laurent Nguyen, qui est du syndicat Vigipolice. J'ai discuté aussi plusieurs fois publiquement avec Noam Anouar ou Alexandre Langlois, qui sont des policiers qui défendent une police qui défend le citoyen, et qui pour autant se font pourchasser par leur hiérarchie. Ils ont des sanctions, ils sont menacés d'être limogés de la police nationale. Donc moi, je suis pas anti-police et j'ai jamais été anti-police. Aucun de mes discours n'a jamais souhaité la mort d'un policier ou etc. Par contre, je suis pour une police qui protège les intérêts des citoyens et non pas des intérêts financiers. Donc, quand je vois, et Alexis le rappelait tout à l'heure, on parlait d'attaques ou d'ennemis, je vous rappelle que le plus grand préfet de France, qui s'appelle le préfet Didier Lallemand, nous a de lui-même dit que nous n'étions pas dans le même camp, alors que nation doit faire camp et nous devrions tous être préoccupés par les mêmes problématiques. Maxime Nicol, aujourd'hui, est-ce qu'il pourrait y avoir un nouveau mouvement des Gilets jaunes ou c'est fini ça ? Je pense que ça, c'est une question qui est clivante parce que gilets jaunes ou pas gilets jaunes, avant tout, et ça aussi je l'avais rappelé dès le départ, avant tout on est des citoyens qui sont en colère de ne pas être écoutés. Je vous rappelle quand même que, encore une fois, Emmanuel Macron dit entendre la colère publique. Il ne l'écoute pas. On entend un bruit, on écoute des gens. Donc des fois, on aimerait bien que ce président considère les gens comme ils sont, c'est-à-dire des êtres humains, et ne fasse pas qu'entendre. Tout à l'heure, Alexis Poulain rappelait le débat qu'Emmanuel Macron a fait. Je vous rappelle que côté Gilets jaunes, un débat a été fait aussi avec des revendications qui ont été clairement établies. On a souhaité lui amener, il a refusé. Je vous rappelle aussi qu'un débat avait été demandé en décembre 2018. Un rendez-vous était théoriquement préparé à Matignon, rendez-vous auquel je devais participer, et finalement qui a été annulé parce que Matignon a refusé que ce débat soit retransmis en direct. C'est la seule chose qu'on demandait à ce que la totalité des citoyens puissent voir ce qui se passait pendant cet entretien. Ça a été refusé par Matignon. Les messages de la secrétaire du Premier ministre qui m'ont été envoyés d'ailleurs
avait été diffusée sur ma plateforme pour montrer par transparence que cette volonté ne venait pas des gens. Oui. Et donc voilà, je pense qu'aujourd'hui, ce qui a fait défaut et ce qui va continuer à faire défaut, puisque vous me parliez, est-ce que il peut y avoir une continuité des Gilets jaunes? Je pense que oui, mais sous d'autres formes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous voyez, dans le mouvement des Gilets jaunes, il y avait des entrepreneurs, il y avait des avocats, il y avait des pompiers. Aujourd'hui, vous allez les voir, mais sans Gilets jaunes. Et vous les verrez dans toutes les classes socio-professionnelles. D'ailleurs, vous n'avez pas pris de Gilets jaunes pour cette interview ce matin, Maxime Nicol. C'est le vert, juste la couleur de l'espoir. Oui, un dernier mot. Que faites-vous aujourd'hui, Maxime Nicol? Les auditeurs se posent la question, pour certains en tout cas. Qu'est-ce que vous faites? Alors, j'ai terminé un emploi que j'avais chez Quartier Général, qui est un média indépendant dirigé par Aude Lancelin, au mois de septembre 2022. J'ai donc arrêté cet emploi à cause du Covid-19 et des conséquences économiques que ça peut avoir sur des médias indépendants qui essayent d'émerger. Aujourd'hui, je continue d'informer sur une page qui s'appelle JDS, Je demande à savoir, pour essayer puisque on nous fait concrètement passer pour des imbéciles qui ne savent pas, en toute humilité, je vais accepter de ne pas savoir des choses puisque c'est le cas, et je vais donc poser des questions. Et il m'arrive de faire des interviews donc avec Sud Radio, mais aussi avec Alexis Poulain, qui est en train de faire grandir son média Le Monde Moderne et qui est en pleine campagne de financement. Et voilà, donc j'invite vraiment les gens à se sentir impliqués dans l'information du pays, surtout des médias indépendants qui essayent de faire un travail remarquable et qui se mobilisent à fond. Et à débattre sereinement. Merci en tout cas, merci Maxime Nicol d'avoir été avec nous ce matin. On va poursuivre